Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup pour l'introduction. Je suis vraiment ravie d'être là, même en distanciel, pour partager quelques remarques issues d'un travail du terrain que j'ai mené aux Antilles françaises lors de ma recherche doctorale. Et cette contribution, justement, cherche à explorer comment l'oral authentique peut trouver sa place dans la classe de FLE, notamment dans un parcours professionnalisant de formation interprète. J'aimerais bien commencer par une question, c'est-à-dire, et si la classe de FLE devenait un lieu d'écoute réel et incarné, c'est-à-dire que trop souvent, dans mon expérience personnelle de étudiante avant et d'enseignante après, j'ai remarqué que quand il s'agit de travailler l'oral en classe de FLE, nous avons à notre disposition des supports écrits, standardisés, un peu éloignés de la réalité socio-linguistique du monde francophone. Et ce décalage entre la dimension écrite et la dimension orale euh, nous montre comment le poids traditionnel de la langue écrite continue dans la dimension didactique de FLE. Donc, je voudrais vous proposer quelques pistes de didactisation d'un corpus oral qui considère la dimension orale comme une véritable porte d'accès à la langue vivante. Et justement, la sociolinguistique à visée didactique nous aide dans ce contexte-là. Parce que plutôt que d'opposer l'oral à l'écrit, il s'agit vraiment de penser à la langue écrite et à la langue orale comme un continuum, comme deux pôles qui concernent les productions langagières, soit en situation spontanée, soit en situation de contrainte. Donc, par cette démarche, j'aimerais bien proposer une remise en question de cette opposition orale-écrit quand il s'agit d'enseigner la langue française en contexte universitaire dans un parcours professionnalisant. Et bien sûr, la dimension orale est une ressource fondamentale pour la formation des futurs interprètes qui travaillent avec la langue française, qui est une langue très variée. Il suffit de penser à la vastité du monde francophone. Donc, je propose aussi de sensibiliser nos élèves à la question de la variation diatopique en premier lieu. L'objectif donc de cette démarche est vraiment réfléchir à la manière dont un échantillon d'oral authentique peut être didactisé pour nous donner des supports pédagogiques adaptés à ce parcours professionnalisant d'interprétation français-italien. J'ai proposé en classe des activités visant à travailler sur l'écoute active et la compréhension de l'oral, bien sûr, dans une dimension plurilingue et de variation linguistique, tout en considérant aussi l'aspect de la sensibilité interculturelle qui est vraiment un atout de l'interprète. La méthodologie que j'ai suivie repose sur trois étapes principales. Euh, Avant tout, j'ai recueilli des données orales lors de mon terrain en Martinique et en Guadeloupe. Donc j'ai créé un corpus de textes oraux. Après, j'ai sélectionné des segments exploitables en classe, en contexte pédagogique. Et finalement, j'ai proposé des séquences didactiques ciblées pour travailler sur l'écoute active et aussi pour travailler sur l'importance de vraiment savoir interpréter, savoir mobiliser des ressources interculturelles lorsqu'il s'agit d'interpréter un récit en français, mais aussi issu d'un terrain plurilingue. Quelques mots pour mettre en contexte
un petit peu cette activité didactique. Comme je le disais, j'ai pensé une activité pour des étudiants italophones de troisième année de licence et en première année de master, un parcours interprétation, dont le niveau de français était B2 jusqu'à C1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Nous avons travaillé sur la compétence en compréhension orale, la capacité de reformulation en temps réel du français vers l'italien. Et bien sûr, j'ai essayé de sensibiliser les étudiants et les étudiantes à la présence du créole ou bien d'autres variétés qu'il est possible de retrouver dans le discours authentique plurilingue. Les extraits que j'ai sélectionnés présentent tous des caractéristiques en commun que nous allons écouter dans quelques moments. En premier lieu, une oralité vivante et un côté affectif émotionnel très important. Les récits que j'ai recueillis sont des discours des femmes engagées, de femmes artistes qui m'ont raconté leur expérience aux Antilles et à l'étranger en tant que artistes engagées dans la représentation de la femme et aussi sur le thème du féminisme et de l'écoféminisme. Donc, il y avait quand même une dimension émotionnelle qui était très importante à retenir aussi dans la phase de traduction vers l'italien. Et cela a posé quelques problèmes à mes étudiants. En plus, les extraits que j'ai utilisés témoignent de la variation linguistique propre au contexte antillais. Nous allons le voir, j'ai choisi des extraits qui présentent des mots en créole. Bien sûr, je n'ai pas demandé aux étudiants et aux étudiantes de maîtriser le créole. Ce n'était pas absolument ça l'objectif de l'activité didactique. Plutôt, c'était question de trouver des stratégies pour rendre en italien, pour traduire en italien des mots prononcés dans une langue que, bien évidemment, je ne maîtrise pas. Et bien sûr, en étant des discours oraux, nous avons vu quelles sont les structures typiques, les structures discursives de l'oralité, donc des ruptures syntaxiques, la variation de l'intonation, parfois des pauses, des silences, qui quand même peuvent poser quelques difficultés en phase d'interprétation. J'aimerais donc vous proposer quelques pistes didactique pour intégrer l'oralité authentique en classe FLE d'interprétation. Et pour cela, j'ai structuré l'activité didactique en deux phases différentes, en fait en trois phases différentes. Premièrement, j'ai utilisé un extrait de ce corpus pour sensibiliser à la variation, c'est-à-dire pour faire un travail au préalable et pour faire vraiment découvrir la dimension de la variation diatopique et la variété du français antillais aux étudiants qui, évidemment, n'avaient pas trop de maîtrise de cette variété, n'avaient pas été exposés lors de leur parcours d'études de la langue française à la variété antillaise. Donc, ils n'avaient jamais rencontré des mots en créole lors des exercices d'interprétation du français vers l'italien. Et nous avons aussi réfléchi au préalable sur les stratégies de reformulation en italien. Dans le cours suivant, je proposais un autre extrait que nous allons écouter, que j'ai utilisé vraiment pour l'interprétation consécutive. Donc, j'ai demandé à mes élèves de écouter une seule fois l'extrait, de prendre des notes et de traduire en italien cette fois-ci le contenu de l'extrait. Donc, nous avons mis en lumière le contenu sémantique, le sujet, mais aussi les spécificités du rythme, de l'oralité de cet extrait et la dimension affective émotionnelle. Troisièmement, j'ai proposé aussi une séance de retour réflexif pour relier notre expérience pratique à une réflexion sur la diversité du monde des francophones.
Alors, je ne sais pas si vous arrivez à écouter l'extrait. Alors moi, j'ai vécu avec mes deux parents. Est-ce que vous arrivez à écouter? OK. Alors, je vous propose. Alors moi, j'ai vécu avec mes deux parents, mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont vécu qu'avec leur maman, parce que on est dans une sorte de société matrifocale. C'est-à-dire que la femme est le potomitan. Alors le potomitan, c'est alors si je traduis alors c'est du créole, c'est vraiment le centre de la maison. C'est le poteau, c'est le pilier justement qui tient les fondations de la maison. Et je trouve que c'est génial d'avoir trouvé ce terme-là pour définir la femme dans la maison. Alors, la principale difficulté de cet extrait, qui représente une petite partie du texte que j'ai utilisé en classe, c'est plus ou moins une moitié du texte, réside dans la présence de ce terme automitant, un terme évidemment en créole, que les étudiants ne connaissaient pas et n'étaient pas censés connaître en créole, bien évidemment. Et cela posait des difficultés parce que l'extrait euh, est en fait une réflexion métalinguistique sur l'importance de ce terme. Donc, ne pas traduire le terme poutonien, ne pas saisir l'importance aussi au niveau émotionnel, affectif de ce terme pouvait poser des problèmes au niveau de la traduction. Voilà. Pendant la séance de retour réflexif, j'ai posé des questions aux étudiants et étudiantes pour confirmer quelles étaient les principales difficultés rencontrées. Et ils m'ont confirmé en fait que ils avaient ressenti un sentiment d'étrangeté face au créole. Il était un peu dépaysé parce que ils ont vu l'importance de saisir et bien traduire ce terme potomitan au moment de la traduction en italien parce que, bien évidemment, l'extrait, le discours de la femme en question repose essentiellement sur ce mot en créole. Je vous propose de faire un petit bilan provisoire en prenant en considération les stratégies d'adaptation en italien de ce petit passage et de réfléchir aussi à l'importance de renforcer la sensibiliser des étudiants et des étudiantes vis-à-vis de la variation linguistique lorsqu'il s'agit de vraiment intégrer l'oralité francophone en classe d'interprétation. Premièrement, j'ai constaté parmi les difficultés initiales des étudiants une méconnaissance du contexte antillais, c'est-à-dire une absence d'exposition à la vérité antillaise de français, et aussi une méconnaissance de la géographie parce que la plupart des élèves n'arrivaient pas vraiment à bien localiser les Antilles françaises sur la carte géographique. Donc, on a dû faire un travail ciblé vraiment sur cela. Après, euh, j'ai remarqué que la compréhension globale a été maîtrisée parce que la locutrice quand même explique en français la signification, le sens primaire du mot en créole. Donc, au niveau de la compréhension globale, nous n'avons pas eu de problème en classe. Les problèmes principaux résident vraiment de la compréhension du mot créole et de sa traduction en italien. Donc, cela a posé des problèmes et nous avons vu l'importance de travailler sur l'écoute active et sur l'adaptation et les stratégies de traduction en temps réel du français et du français entier vers l'italien. Lorsque l'extrait a été traduit en classe, la plupart des élèves ont choisi de omettre complètement le mot en créole. C'est-à-dire que la citation, pardon, a été remplacée par une reformulation en italien par souci de fluidité, ce qui entraîne malheureusement dans ce contexte-là une perte de sens symbolique, étant donné que l'extrait repose autour de de, de la présence de ce mot en créole. Quelqu'un a choisi de ne pas mentionner le créole, mais d'expliquer le mot directement en italien, ce qui a effacé vraiment la spécificité culturelle du contexte entier et a aussi entraîné une perte d'informations importantes. Dans un cas,
j'ai enregistré la restitution phonétique du mot créole et la paraphrase en italien. Aucun, aucun élève n'a finalement décidé de répéter le mot en créole et de bien traduire de façon fidèle la partie en français. Peut-être parce que c'était une stratégie complète, mais aussi complexe à la fois. Dans un cas, j'étais surprise parce que un élève m'a dit qu'il connaissait le mot poteau, donc il a un peu dégagé le sens du mot potomitan parce que il est passionné de rap français, francophone, et il avait déjà entendu le mot poteau, peut-être potomitan. Il n'a pas restitué le mot du point de vue phonétique en phase de traduction, mais quand même, il a dit d'avoir reconnu le mot dans le texte. Donc, quand même, j'ai quand même remarqué l'importance de varier les sources pédagogiques et aussi l'importance de l'exposition à plusieurs typologies textuelles lors de l'apprentissage de n'importe quelle langue, en fait. J'aimerais conclure sur quelques remarques. Cette expérience qui est encore en cours, en fait, parce que je souhaite continuer à faire des petites activités similaires, bien évidemment, met en exergue l'importance de préparer les élèves en parcours interprétation sur la variété du monde francophone. Et ce n'est pas simplement euh, exposer vraiment les apprenants à la diversité linguistique, c'est donner aux élèves les outils nécessaires, cette sensibilité linguistique et interculturelle pour écouter autrement, c'est-à-dire pour écouter avec précision, même lorsqu'il s'agit de saisir des mots dans des langues auxquelles on n'est pas habitué, comme le créole, pouvoir aussi contextualiser dans le contexte de énoncement et reformuler en italien dans ce cas-là, dans le respect de la variation linguistique et de la richesse culturelle du texte de départ. Donc, pour moi, écouter autrement, c'est vraiment reconnaître la dimension sociale aussi et culturelle de chaque prise de parole et considérer la variation diatopique comme un levier pédagogique, non seulement comme une difficulté, évidemment. Et tout cela pour développer des compétences linguistiques et aussi au niveau de l'interprétation, pour comprendre et interpréter la pluralité des voix du monde francophone. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci également d'avoir tenu les temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Emmanuel, une question. Oui, commentaire qui finira peut-être par une question, je ne sais pas. À ce stade, je ne sais pas encore. Merci pour cette présentation. Du coup, c'est vrai que là, on en a eu plein, mais c'est un autre exemple du lien qu'on doit faire entre contextualisation et variation, évidemment. C'est directement lié. Mais il me semble que ce que vous montrez, ça permet d'envisager la variation à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la variation diatopique, comme vous le dites bien, on connaît ou on ne connaît pas le créole, on connaît ou on ne connaît pas les pratiques langagières aux Antilles. Mais il me semble que surtout dans ce que vous montrez et dans les exemples que vous prenez, il y a une autre dimension de la variation qui est complètement imbriquée, c'est la question de connivence. C'est-à-dire que finalement, au-delà de la variation diatopique et de façon beaucoup plus transversale, il y a est-ce qu'on partage des ressources, qu'elles soient linguistiques, culturelles ou en termes de référents, d'expériences, etc. Est-ce qu'on partage ces choses-là ou pas? Et c'est ça qui fait varier la langue. C'est-à-dire que finalement, il n'est pas tant question dans ce que vous proposez d'oralité, selon moi, que de donner à voir de la langue
dans un contexte de forte connivence entre les interacteurs. Et finalement, contextualiser, ça veut dire tenir compte de ce qui est en jeu en termes de partage entre les personnes qui interagissent. Et moi, je pense que c'est plus de ça, en fait, dont vous parlez que d'oralité, finalement. C'est-à-dire que ce qui rend difficile pour des apprenants italiens de français face aux exemples que vous donnez, c'est surtout que ils partagent tout simplement pas les langues, mais aussi les référents culturels, les habitus, etc., partagés par vos informatrices. Vous voyez, quand vous parlez de ces discours qui sont très chargés en affectivité, c'est chargé en affectivité pour ces femmes-là, dans ce contexte-là, dans cette histoire-là. Et effectivement, pour bien saisir tout le sens de vos extraits, il faut partager toutes ces choses-là. Et donc, je pense que c'est important, si vraiment on veut penser la contextualisation dans toute sa complexité, de bien mesurer que la variation, c'est pas simplement la variation diatopique ou pas simplement la variation diachronique, c'est aussi imbriqué là-dedans cette notion de connivence entre les interactants qui produisent les textes et qu'il ne peut pas y avoir d'interprétation ou de compréhension sans ce partage-là. Ouais, donc en fait, il n'y a pas de question. Ça y est, je me rends compte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et peut-être vous. Pour la remarque, si je peux ajouter un petit commentaire, bien sûr, il s'agit vraiment de faire comprendre aux étudiants euh, qu'une formation interprète professionnalisante demande aussi une certaine sensibilité vis-à-vis du contexte. Donc, parler de variation diatopique, bien sûr, ça veut dire parler aussi de connivence, de changement de référence culturelle, changement de valeur. Et vraiment, il faut avoir cette sensibilité parce que dans la vie professionnelle des interprètes, ça peut arriver d'interpréter pour des locuteurs francophones qui ne partagent pas nos références culturelles. Et donc, savoir cela peut vraiment mettre l'interprète en mesure de bien interpréter, c'est-à-dire de bien contextualiser le texte au niveau de l'énonciation, au niveau des valeurs culturelles de référence, au niveau aussi géographique et historique. Dans ce contexte, il y avait aussi l'élément du genre qui est très intéressant à noter. Parce qu'il s'agissait quand même de femmes antillaises qui réfléchissent autour de la figure de la femme. Donc, c'était vraiment un exemple de réflexion métalinguistique qui véhicule des valeurs et aussi un vécu historique et culturel très différent par rapport à ce que nous voyons dans les manuels scolaires. Donc, c'était un petit peu cela, le discours que j'aimerais aborder en classe, sensibiliser à la variation à travers la variation diatopique de la langue, mais sensibiliser aussi aux valeurs, à la richesse du monde francophone. Je me permets une question en cascade, mais je vais essayer d'être précis et concis. Alors, une première question technique. Quelle est la différence que vous faites entre reproduction phonétique et répétition? Alors, répétition, en fait, c'est un peu moins précis. J'ai vu que les élèves cherchaient quand même de me donner quelque chose sur laquelle je pouvais travailler. Ils ont essayé de répéter le mot, mais ils n'ont pas vraiment saisi la totalité du mot potomitan. Tandis que j'ai eu seulement un cas vraiment dans lequel l'étudiant a répété phonétiquement et vraiment il avait bien noté le mot même s'il ne le connaissait pas, il a répété potomitan. Donc, c'était peut-être que j'aurais dû mieux reformuler, mais c'était une différence au niveau de la précision, de la répétition du mot. D'accord. Deuxième question, précise et concise. Est-ce que vous avez prévu des activités de sensibilisation en amont ou bien vous les avez tout de suite confrontées aux extraits? Non, j'ai prévu une réflexion préalable. J'ai essayé un petit peu d'aborder la question de
de l'existence même des Antilles françaises parce que la plupart des élèves ne connaissaient même pas l'histoire antillaise, même s'il était censé avoir fréquenté un cours portant sur l'histoire de la francophonie. Donc, bien évidemment, il s'agissait de notions il pourrait maîtriser dans une certaine façon, mais il ne maîtrisait pas finalement. Donc, avant de les confronter avec le premier extrait, l'extrait A, que je n'ai pas proposé par souci de temps, j'ai quand même réfléchi autour de la culture antillaise, de la présence du français aux Antilles, du côté historique. On a discuté un petit peu sur l'histoire. On a vu pourquoi le français est allé aux Antilles. Et vraiment, j'ai constaté que seule une étudiante qui avait déjà présenté un travail de mémoire de licence sur le français antillais était un petit peu euh, avait une connaissance plus approfondie du sujet. Les autres ne connaissaient même pas. D'accord. Et troisième mouvement de ma cascade, qui va rejoindre le commentaire d'Emmanuel Guérin. Euh, Est-ce que vous avez réfléchi, parce que, alors, je contextualise moi aussi, vous vous adressez à un public qui est très spécifique, parce que vous avez devant vous à la fois des apprenants de FLE, mais des apprenants de FLE qui se forment à un métier qui est celui d'interprète. Donc, vous avez aussi une visée professionnelle, métier d'interprète qui vise complètement la compétence de médiation telle qu'elle est définie par le CECRL 2018. Donc, dans cette compétence de médiation, est-ce que vous avez réfléchi ou est-ce que vous avez l'intention de proposer des pistes, non seulement en compréhension du français, mais aussi en médiation, donc c'est ciblé professionnel, justement de stratégies pour, d'une part, identifier les passages, les mots, les expressions, les contenus sensibles qui sont porteurs de connivence, qui sont porteurs de traits culturels, qui sont porteurs de données sensibles, et d'autre part, des stratégies qui seraient respectueuses justement de cette connivence, de cette sensibilité, en sachant que lorsqu'on est médiateur, on doit d'une part connaître le contexte de départ, mais on doit aussi connaître le contexte d'arrivée, c'est-à-dire pouvoir interpréter en italien, en restituant en italien plus ou moins une réalité qui soit équivalente. Merci pour la question. Alors, pour l'instant, nous avons réfléchi aux stratégies de traduction vers l'italien. En ce qui concerne les stratégies de médiation, ça présuppose vraiment une réflexion approfondie. Je ne sais pas s'il y aurait vraiment des solutions adéquates en termes de médiation et donc de traduction vers un contexte italien-italophone du mot potomitan, parce que évidemment, il s'agit de réalités complètement différentes. Il serait intéressant d'approfondir le travail sur ce sens-là, donc pourquoi pas. J'avais en tout cas prévu de continuer ce travail au fur et à mesure avec les étudiants de master et de licence. Donc, oui, on pourrait réfléchir sur cela et peut-être trouver un équivalent qui nous permette d'effectuer une véritable médiation linguistique et culturelle. Petite suggestion, je passe la parole à mon collègue. Une cascade, c'est un Peut-être torrent. peut-être la mer de l'Italie du Sud. Réfléchissez. Frédéric? Je ne sais pas si elle a entendu. Oui, je pense qu'elle a entendu. Merci, Vanessa pour votre présentation. Alors, la première chose, c'est est-ce que vous savez ce que ça veut dire mi-temps en créole? Non, en fait. En fait, Mi-temps, non. mi-temps, ça veut dire c'est le centre. Et poteau mi-temps, c'est le poteau central. C'est le poteau central, donc celui qui va tenir le toit, la tente. Donc, en fait, donc, pour moi, la traduction qui viserait à finalement traduire le mot en italien n'aurait pas de sens. Il faut, pour moi, c'est la quatrième proposition que vous proposez, c'est-à-dire de conserver le mot en créole et puis ensuite de proposer une traduction en italien de l'explication en français. Mais poteau, c'est pas poteau dans le sens, dans les raps français, où poteau, mon poteau, c'est mon pote, mon ami. Mais là, c'est poteau, c'est
poteau mi-temps central. Et en fait, c'est un peu comme si je vous dis ce soir je vais manger une paella ou des alocos, et puis qu'on va dire ce soir je vais manger des bananes coupées, frites. Ou si je vous dis par exemple en français, je vous invite à la maison, je vais vous faire des pastas. Euh, si je vous dis je vais vous faire des pastas, est-ce que dans la traduction, on va traduire ça, on va garder pasta, ou on va mettre des guillemets à pasta, parce que si moi je te dis ce soir je vais t'inviter, je te fais des pastas, c'est pas je vais t'inviter, je vais te faire des pâtes. Et voilà, donc alors que le mot paella n'a pas, ou couscous n'a pas d'équivalent en français. Donc là, il y a un vrai choix, et je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose qui est important dans l'interprétariat, c'est la notion de culture, de référent culturel, de réalia, quoi, finalement. Alors, si vous formez bien vos étudiants, nous cherchons en Guadeloupe des interprètes au tribunal de grande instance, puisqu'en fait, on a été contactés parce qu'ils ont besoin de traduction en créole. Et je ne dis pas que tous les délinquants parlent créole, mais je dis qu'il y a un besoin d'interprétariat en français mélangé, en français créolisé. Donc, si vous pouvez continuer à les faire travailler, ils trouveront du boulot en Guadeloupe. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais tu fais de la pub. Enfin, Non, mais bon, France Travail. France Travail. Voilà, non, mais on est sur l'insertion professionnelle. Bon, voilà. Et non, en tout cas, ce que je trouve très original, c'est que vous faites ça avec des non-francophones, alors que nous, on ne le fait même pas avec des francophones. Et ça je trouve que c'est vraiment super. C'est un peu notre rêve, objectif, c'est-à-dire, moi, je suis pas dans des prescriptions, des recommandations, mais je pense que ça pourrait être enrichissant des jeunes Français, quels qu'ils soient sur le territoire et autres, qui puissent écouter des Québécois, des personnes de Côte d'Ivoire, des personnes du Maghreb, qu'ils puissent entendre cette variété et pas simplement du français parisien qu'on entend à la télé. Il y a très peu. Bon, on a tous des chaînes locales, donc on a quand même une représentation de ces Français un peu régionaux ou de ces langues régionales. Par exemple, nous, notre journal, il est traduit en créole derrière, mais il est plus court. Hein, c'est un journal de 30 minutes traduit en 5 minutes. Et, voilà, en tous les cas, je trouve que c'est une belle piste de travail. Alors, vous dites que votre objectif n'est pas de sensibiliser à la diversité à la fin. Okay, bon, quelque part, c'est sensibiliser à l'écoute et dépasser l'accent, dépasser les spécificités lexicales, peut-être, pour aller vraiment sur le sens, la sémantique et sur une écoute active. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions comme mon collègue. Oh, ça c'est Merci. beaucoup. Merci. Très bien, merci beaucoup.